Super. Bonjour à tous, bonjour la gang, bonjour officiellement. Je vais me représenter comme si je vous avais pas parlé il y a deux-trois petites minutes. Mon nom, c'est Johan. Je suis le fondateur, le capitaine de Prendre le Vent Voyage. Ça me fait plaisir, mais vraiment très, très plaisir aujourd'hui de vous parler d'une destination qui me tient énormément à cœur, la Grèce. Et la Grèce, pas n'importe quelle partie de la Grèce. On parle de la mer Égée, on parle des Cyclades. Alors, vous savez quoi? On va tarder à lancer le diaporama parce que j'ai tellement de stock à vous transmettre que, c'est parti. On a 1 heure top chrono, puis si vous avez des questions par la suite, évidemment, ça me fera grand plaisir. Moi, de mon côté, j'ai tout mon temps. Donc la Grèce en catamaran. La Grèce en catamaran, en fait, moi, j'ai eu la chance de découvrir la Grèce il y a quelques années, accompagné, un voyage, avec une agence sur place et ce que j'ai, trouvé de la Grèce, c'est la chaleur des gens, c'est, leur, accueil, c'est la qualité de la bouffe, c'est la beauté aussi du pays, des infrastructures et je me suis dit: «Il faut que je retourne en Grèce», pas pour faire un voyage en catamaran. Pour moi, ça faisait du sens d'aller sur place. J'ai l'impression que quand on parle des Antilles et qu'on se dit après, quel autre pays est-ce qu'on pourrait développer? La Grèce est le premier pays qui m'est venu en tête. Alors, je vous explique ça dans quelques instants. Mais juste avant, peut-être faire une petite parenthèse de quelques secondes sur qui on est. Qui est l'agence Prendre le Vent? On est, une agence en fait qui se spécialisons sur les voyages à voile et cette belle aventure en fait a commencé suite à un tour de l'Atlantique que j'ai réalisé avec mon équipage, ma copine, mon frère et mon chien. C'est une circumnavigation. Donc on est parti de l'Atlantique Nord, on est parti du Québec et on a traversé vers les Açores, ensuite Madère, les Canaries, le Cap-Vert et on a continué pour retraverser après vers la Guadeloupe, d'où est-ce que je viens originairement et par la suite, retour, au Québec, toujours à la voile, donc environ, 8 000 milles nautiques, si c'est pas plus, effectués grâce au vent et ce qui en ressort de cette aventure, de ce que j'ai le plus apprécié, en fait, c'est vraiment les gens, les amis, la famille qui sont venus, nous voir pendant notre voyage et qui, ont découvert ou qui ont redécouvert, en fait, le monde marin, le plaisir de la voile et de voir vraiment ces yeux pétillants et ben, au retour, je me suis dit: «Il faut continuer, continuer». Donc j'ai lancé l'agence de voyage à Prendre le Vent, puis, depuis ce temps-ci, développé la Guadeloupe comme première destination, retour aux bercails et ensuite, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines. Donc tout ça, pour moi, faisait, beaucoup de sens et ce que je trouve vraiment particulier de ces, voyages à la voile, c'est que, bah, premièrement, on est sur un voilier, on est sur un catamaran, on avance grâce au vent, on ne fait qu'un avec la nature. Donc c'est vraiment le vent, c'est notre moteur et le fait d'avancer de façon silencieuse, de façon tranquille, on se rapproche beaucoup plus, de la faune, de la flore. On peut aussi beaucoup plus se connecter à la nature, je trouve, quand on est au mouillage, à l'ancre, sur une île déserte, seul ou presque au monde. Donc je trouve que cet aspect nature, proximité, est vraiment impossible à battre avec, d'autres formules de voyage. Ce que j'adore aussi complètement de ce style de voyage, et bah, c'est l'idée aussi, bah, de se dépasser. Je le remarque à chaque voyage. Au début, les voyageurs, c'est normal, sont un peu, incertains, parfois un petit peu tendus aussi, se disent: «Est-ce que c'est correct de voyager de cette façon-ci, à la voile? Est-ce que c'est sécuritaire?» Et je vois tranquillement les gens prennent confiance, vont de plus en plus loin, finissent parfois même par faire des galipettes puis sauter du bateau alors que la première journée et les premiers jours, voulaient rien savoir de se baigner. Donc je trouve que c'est de prendre confiance et moi, personnellement, d'accompagner les voyageurs, que ce soit pour vivre les premières expériences marines avec eux, à la voile, disons, ou bien que ce soit pour les accompagner dans l'idée un jour de posséder leur propre bateau, leur propre catamaran voilier, bah, je trouve ça vraiment très stimulant. C'est ce que j'apprécie beaucoup aussi et bah, pour continuer, ces voyages-là, bien sûr, on vit des moments inoubliables. On est ensemble sur un petit périmètre, hein. C'est parfois seulement 11 mètres de long, un catamaran sur, 5-6 mètres de largeur. Donc on est comme une famille, on n'a pas le choix. Mais ça se fait toujours avec beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, beaucoup de liens qui se créent et on finit tous par, c'est ce que j'ai remarqué, par festoyer quand une personne, arrive à je sais pas, pêcher son premier poisson à la canne à pêche,
ou bien célèbre un événement particulier, donc ça nous touche tous autant et puis je trouve que c'est cette espèce de lien qu'on crée ensemble est vraiment très fort. Donc c'est les 3 raisons, je trouve, qui font que les voyages à la voile sont vraiment, extraordinaires. Alors ça, c'était moi justement en 2000, je crois que c'était en 2018 ce voyage-là. Donc super voyage, c'était avec une autre agence, hein, vous pouvez le deviner avec, le nom de l'agence sur ma cocarde, voyage culturel, vraiment excellent et ce style de voyage que je vous propose aujourd'hui, bon bien sûr n'a rien à voir avec tout ça, mais j'en profite, peut-être, pour saluer mes collègues, mes anciens collègues si jamais, ils voient cette vidéo passer. Je vous salue les amis. Donc depuis ce temps-ci, bien sûr, tout ça a un peu évolué, mais je voudrais juste quand même, vous savez quoi? Faire un petit jeu avec vous. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux tous ensemble. Je vous vois plus, je vous fais confiance et on va imaginer qu'on se retrouve en Grèce. Alors moi, personnellement, je pense à la Grèce. Je vois automatiquement la couleur bleue. Je vois la mer, je vois le ciel, je vois les bâtiments, blancs, bien sûr, la couleur blanche qui est présente, dans les îles et un peu partout ailleurs. Je vois quoi d'autre aussi? Je vois des bougainvilliers. Je vois un petit verre d'ouzo, je sens son odeur, l'anis qui me tend les bras. Je vois aussi des falaises, je vois des montagnes, je vois beaucoup de verdure, je vois une faune, une flore exubérante. OK, je les réouvre, on arrête ce petit jeu-là. Mais pour moi, la Grèce, c'est ça. C'est toutes ces images, c'est toutes ces couleurs, c'est toutes ces odeurs. Et en fait, quand j'ai pensé à la Grèce, c'était il y a environ 1 an et demi, 2 ans que je me suis dit: «Il faut lancer un voyage à la voile là-bas». J'ai eu beaucoup de misère à m'arrêter sur une zone géographique. En fait, la Grèce est tellement belle et tellement grande que si on regarde la carte en face, on a toute la mer Adriatique sur la côte ouest, de la Grèce. D'ailleurs, hein, si on monte au nord, l'Albanie, aussi continue après avec la Croatie et ainsi de suite. Donc toute cette côte adriatique est magnifique. On a aussi les îles Pharaoniques. Si on part d'Athènes et qu'on va direction sud-ouest, qu'on longe, la partie ici, la Péloponnèse, qu'on appelle l'espèce de gros bout de terre, ben, ici, les îles Saroniques sont intéressantes. On a plusieurs, belles choses à voir, j'en suis certain et on a aussi les Sporades qui sont plutôt au nord-nord-est de la Grèce, qui m'appelaient beaucoup et ainsi que les Cyclades. Donc je me suis retrouvé avec vraiment un casse-tête à contacter plusieurs fournisseurs, à essayer de voir ce qui était organisable sur place et un jour, quand même assez récent, ça fait quelques semaines de ça, j'ai réalisé une chose. Je me suis dit: «Non, non, regarde, ferme les yeux et fais l'exercice». L'exercice tout bête qu'on vient de faire juste avant, je l'ai fait vraiment à tête reposée et j'ai vu à ce moment-ci tout ce que je vous ai dit et pour moi, ça, c'est quoi? C'est les Cyclades. Quand on pense à la Grèce, pour moi, justement, c'est ces paysages de Cyclades et je me suis dit: «Quand on va en Grèce et ben, il faut voir ce qui est le plus beau, ce qui est le plus intéressant selon moi» et pour ça, les Cyclades, bien sûr, sont numéro 1 pour ça. Donc d'où la décision de remettre les dossiers de côté et puis de repartir à neuf sur les Cyclades que j'avais aussi déjà commencé à défricher il y a quelques années. Donc tout ça pour dire, si on zoome maintenant sur le territoire des Cyclades, les Cyclades, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est un ensemble d'îles d'environ 2200 îles, îlots, rochers, bref, il y en a partout et on compte en fait 33 îles qui sont habitées seulement à travers ces 2200, bouts de terre, on peut dire. Donc c'est énorme, ça s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, vous le voyez, bien sûr à l'écran et on est actuellement bien sûr dans la mer Égée. Ce qui est intéressant dans cette zone-ci, j'ai décidé de créer un petit périmètre un peu plus certain pour être en mesure après de définir quelques activités qui pourraient être intéressantes à travers ce périmètre-là. Mykonos étant une très bonne base de location de catamarans, et puis en plus une île qui quand même, vaut le détour. Je me suis dit: «Ce serait intéressant de partir sur place», sachant surtout que ça nous permet la suite d'aller découvrir en fait 3 différentes zones. Les Cyclades vraiment se divisent en 3. Le nord, que l'on a mis en jaune à l'écran, le centre aussi qui est en rouge et toute la partie du sud des Cyclades. Donc pour moi, c'est intéressant de pas juste de rester sur une seule île ou un seul groupe d'îles, mais de se promener, de faire du millage, de voir du périmètre. Et donc Mykonos nous permettait justement d'aller chercher tout ça. Et surtout, ce qui m'intéresse, davantage, c'est
cette partie que je viens d'entourer ici même, au sud-sud-est, justement des Cyclades, qui se nomment les Petites Cyclades et qui n'ont rien à voir, mais strictement rien à voir avec les grosses îles cycladiques que l'on connaît tous. Et comme je pense par exemple à Saint-Orin, je pense à d'autres îles qui sont très belles, mais je pense que quand on fait ce style de voyage à la voile, l'idée, une fois de plus, c'est de se rapprocher de la nature, loin des sentiers battus, découvrir des sites où est-ce qu'il y a personne, littéralement personne. Et je pense que c'est là qu'on se sent avec encore plus un sentiment de liberté. C'est ce que j'aime des Cyclades, c'est qu'il y a tellement de mouillages différents, tellement de sites différents, qu'en bout de ligne, on se retrouve quasiment temps seul. Donc vraiment, la liberté prend tout son sens. Donc, départ de Mykonos, je me suis dit, c'est là que ça se passe. Et à partir de ça, voici l'itinéraire que je vais concocter, c'est-à-dire départ donc de Mykonos le jour 1 pour partir au mouillage, donc aller à l'ancre le soir même, histoire de vraiment quitter la marina, puis commencer tranquillement à s'amariner. Ensuite de ça, jour 2, Mykonos, Délos, je vous en parle dans quelques instants, et Phoenicia également qui s'ajoute à cette journée-là. Jour 3, vous le voyez à l'écran, on va découvrir l'île d'Amorgos, donc on est déjà dans la partie sud des Cyclades. On continue après avec toute la partie des petites Cyclades, avec Chinoussa, avec Iraklia, avec Kéros. Bref, ce site-là, je ne veux pas brûler des punchs, mais je vous en parle encore une fois dans quelques instants. Et on remonte tranquillement pour aller découvrir la partie plus centrale des Cyclades, telles que Paros et Antiparos également. On verra quand on sera sur le bateau, justement. Retour vers Mykonos, un itinéraire de 8 jours. Ça, c'est le voyage de base. Un total de 135 000 nautiques. Donc, les amateurs de navigation, vous le savez, 1000 nautiques, c'est plus ou moins 1,8 km. Donc, faites le calcul. Ça nous ferait au total environ 22 heures, 23 heures de navigation, c'est-à-dire en moyenne 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures de navigation par jour. Ça, c'est le plan de match idéal. Et je reviens juste à l'image précédente, juste pour vous parler un petit peu aussi des alentours, parce que ça prend tout son sens. On est donc, je vous le disais, sur la mer Égée. On se situe entre finalement la Grèce d'un côté, donc bien sûr côté européen, et la partie aussi de l'Asie mineure, avec la Turquie, Izmir, Istanbul qui n'est pas très loin. Et ce grand corridor, on peut l'imaginer, il y a un vent qui va se créer en fait, qui est créé par la basse pression qui provient de l'anticyclone de l'ouest de la Méditerranée, donc une zone sans vent dans l'ouest de la Méditerranée, et un système de basse pression qui est au niveau de l'Asie. Donc ce corridor-là va créer un système de haute pression, ce qui veut dire que durant les mois de juin, juillet, il y a le vent, le Meltem, qui souffle du nord, qui est un vent qui est assez puissant, un vent chaud qui vraiment du nord vers le sud et peut atteindre facilement les 20-25 nœuds, c'est-à-dire des conditions de vent quand même assez importantes. Bien sûr, le vent peut évoluer aussi, peut-être très bien plus, tout comme peut-être moins, mais entre juin et août, c'est la période où est-ce que le Meltem souffle le plus fort. C'est intéressant de faire justement ce voyage-là plutôt au printemps, justement plutôt à l'automne, pour éviter cette période de haute pression et en plus pour être encore plus éloigné des zones, des périodes touristiques, parce qu'il y a encore moins de monde sur des places où est-ce que déjà, vous verrez, il n'y a pas grand monde. Donc bref, je vous le disais tantôt, on est seul au monde. Tout ça pour dire que ce vent-là, qui peut être puissant, c'est un vent qui est intéressant, c'est un vent qui est prévisible. Ce qui veut dire que c'est un vent qui est stable, qui est constant et qui, plusieurs jours avant, lorsque le vent forcit, on a le temps de le voir facilement sur les systèmes météorologiques et parfois d'adapter justement notre navigation pour aller dans des mouillages un peu plus sécuritaires, dans des baies un peu plus protégées. J'ai choisi cet itinéraire-là également pour une raison, c'est que la zone des petites Cyclades, je reviens à l'image précédente, on est caché, plutôt devrais-je dire, au niveau de l'île de Naxos. Donc, on est vraiment au sud de cette île-ci, qui est une île qui est très montagneuse. Donc, à travers le Meltem, les petites Cyclades sont généralement épargnées par ces principes de vent fort. Une raison de plus pour laquelle, justement, les petites Cyclades sont mises de l'avant dans ce voyage-là. Et une autre raison pour laquelle aussi on part de Mykonos, ben, c'est justement pour être directement au cœur des Cyclades, sans avoir à faire comme la majorité des autres locataires, c'est-à-dire de proposer des locations de catamarans directement sur le continent à Athènes et nous obligeant à faire plus de navigation et d'être peut-être plus à risque, plus exposé à la haute mer
entre Athènes et Mykonos sur ce vent du nord. Donc bref, un vent du nord qui est présent et c'est grâce à ce vent-là, justement que, le côté aride, en fait, qu'il ne fait pas trop chaud dans les Cyclades. Simplement, il faut le dire, on a une température en moyenne de 2-3 degrés de moins que sur le continent. Durant le mois de septembre, c'est très agréable, on peut dormir dehors, pour ceux qui ont la question en tête. Très bien dormir sur le trampoline à l'avant, il y a pas de problème, avec une petite laine si jamais, mais c'est entre 20-22 degrés en moyenne qu'on a durant le mois de septembre, donc c'est très, très agréable. Donc ceci étant dit, c'est des voyages justement pour lesquels les voyages à la voile, on s'adapte toujours, à chaque journée et c'est ce qui rend vraiment les voyages uniques. Heu, je vous dirai pas un nombre de pourcentage, mais dans la grande, grande majorité des cas, on devrait être en mesure de pouvoir réaliser cet itinéraire-ci. Sauf que s'il y a des conditions exceptionnelles, le fait d'être dans les Cyclades, entourés d'autant d'îles, nous permettrait facilement de modifier notre itinéraire pour des zones qui seraient, tout aussi intéressantes et différentes que ce que je vous présente ce soir. Donc, il faut le savoir, c'est pas un itinéraire qui est garanti. Bien sûr, on s'adapte, aux conditions météorologiques, ça va de soi. Alors Mykonos, commençons par cette île qui est, l'île en fait la plus populaire des Cyclades. C'est une île qui est jet set, c'est une île où il y a plein de stars qui ont des maisons et tout. Bref, vous devez tous déjà avoir entendu cette île-ci, j'en suis certain. Et ce que j'ai trouvé moi quand j'ai fait, mon premier voyage là-bas sur place, c'est que, en fait, vous savez, la Grèce, ont souvent eu des problèmes, si je parle dans les dernières années, bien sûr, mais des problèmes financiers, des crises économiques quand même assez importantes. Et si on monte peut-être même quelques décennies en arrière, c'était une zone qui était assez pauvre. Beaucoup de pêcheurs, beaucoup d'agriculteurs qui cultivent bien sûr les terres et on dirait que ces gens-ci ont gardé leur humilité, même si depuis ce temps-ci, c'est le tourisme, bien sûr, qui fait vivre en grande majorité cette île. Mais partout où est-ce que j'y suis allé, je trouvais que les Grecs étaient très, très sympas. Peu importe à quel moment de l'année, même s'ils en ont vu, ils en ont vu des touristes, je trouve que c'est un peu typique à la Grèce. J'ai rarement vu ça ailleurs, je vous avoue. On arrive sur place, on prend possession de notre catamaran. Alors, le catamaran, sur quoi est-ce qu'on va se promener? Ça sera ce fameux bateau, le XS11 2021 comme modèle. Donc, un bateau qui est super moderne, franchement, top bateau. Voici notre maison, on peut le dire. Le génois orange à l'avant, la grand voile au niveau du cockpit qui est juste à l'arrière. On voit également ici, alors cette photo-ci était prise en Guadeloupe, hein. C'est un bateau que je connais bien pour l'avoir déjà loué en Guadeloupe. Donc, vous voyez le pavillon français. Peut-être que certains d'entre vous ont deviné les Saintes derrière avec le pain de sucre en contrefond. Mais c'est le même bateau, littéralement le même bateau pavillon grec. Et ce que j'aime beaucoup de ce bateau-ci, bien sûr qu'il sera aussi équipé de deux paddles pour tout le monde. Eh ben, c'est son espace vraiment qui est optimisé. Un bateau qui est très, très clairé. Vous allez voir avec beaucoup de fenestration, cockpit quand même assez spacieux. Voilà pour quelques images. Le plan à droite, justement, nous permet d'avoir une idée au niveau des cabines. Cabine double pour les voyageurs et deux cabines simples à la pointe pour l'équipage. Alors, en général, on est entre 6 et 8 voyageurs dans ces séjours-là, plus l'équipage, sachant que c'est pas rare qu'il y ait des voyageurs qui priorisent l'occupation simple pour cet itinéraire-ci. Donc, voilà pour ce qui est du bateau. Deux salles de bain également qui se retrouvent à tribord, une à bâbord. Salle de bain très spacieuse, c'est littéralement une vraie salle de bain, avec même un système de vitrage. Bref, c'est quand même assez impressionnant d'avoir une salle de bain de cette grandeur sur un bateau. Même si, même si moi, bon, vous me connaissez, ceux qui ont déjà voyagé avec moi, j'ai toujours tendance à vous dire, allez, la douche du marin. La douche du marin, je vous explique ce que c'est. C'est, vous allez à l'arrière du bateau, vous prenez votre petit savon, vous plongez dans l'eau de mer, la plus grande et plus belle piscine du monde. Vous sortez de l'eau, vous prenez votre savon, vous savonnez un petit peu. C'est vrai que le savon avec l'eau de mer, il mousse un peu moins que dans l'eau douce, mais vous frottez un petit peu plus. Ensuite de ça, vous replongez à l'eau de mer et vous vous rincez. Et en étant sur le pont, un petit coup d'eau, une petite douchette à l'arrière, donc de l'eau douce, qui nous permet quand même de nous retirer le sel. Et ça, pour moi, c'est la plus belle douche qui existe au monde.
En général, les voyageurs au début me regardent: «Ouais, ouais, Johan, je te crois, je te crois». Puis finalement, il y en a un qui le fait, qui l'essaye, et qui passe le message, puis, bien souvent, on finit tous par faire la douche du marin. Mais bref, les salles de bain existent, elles sont là pour utiliser, c'est évident. Mais voici un peu, moi, ma façon de me doucher lorsque je fais ce style, de voyage en catamaran. La cuisine, fenestration complète. Je vous montre aussi les chambres, parce que vraiment, non, là, c'est quand même un beau standard. On a l'impression littéralement d'être sur l'eau. D'être sur l'eau, puis, on voit pas juste par un petit hublot, mais par toute la fenestration, les alentours. On est en mesure de voir les bateaux autour s'il y en a, d'observer même, la faune et la flore autour de nous, lorsque les dauphins ou les baleines viennent se promener. Donc bref, super catamaran, XS 11 2021 du chantier français Beneteau. Jour 1, je vous avais dit installation à Mykonos, on va au mouillage, on passe une première nuit à l'ancre. Le jour 2, réveil directement à l'ancre. On va quitter Mykonos pour une petite navigation d'à peine 5 heures, d'à peine 5000, 1 heure, et on va aller jeter l'ancre ici même sur l'île de Délos. Et cette île, waouh, incroyable, incroyable. C'est un musée à ciel ouvert. Je ne sais pas s'il y a des amateurs d'histoire parmi vous. Je vous le souhaite parce que la Grèce a tout à offrir à ce niveau-là. Euh, Délos, musée à ciel ouvert. Quelle raison? Parce que en fait, c'est le centre des Cyclades. Les Cyclades veulent dire en fait île centrique, et Délos étant au centre de tout ça, c'était l'île la plus importante dans ce temps-ci. Là, on remonte à l'époque de l'Antiquité, il y a plus ou moins 3000 ans. C'est le site justement où est-ce que Artémis serait né, Apollon également serait né ici même, et une île où est-ce qu'il y a des temples de partout, de partout. Donc, on vous débarque sur place au niveau du débarcadère, et vous avez environ 2 heures, si vous le souhaitez, pour aller vous promener sur l'île, prendre en masse de photos, vous instruire, ça vaut largement le détour. Et cette même journée, ensuite de ça, retour au bateau, dîner à bord, et on va quitter pour rejoindre l'île de Kofunesia, qui est déjà la partie, en fait, qui est déjà fait déjà partie des Petites Cyclades. Donc, cette île-ci, c'est l'île des Petites Cyclades la plus au nord. Une navigation d'environ 5 heures pour l'après-midi. Donc, on arrive plus ou moins pour l'heure du souper, et on va débarquer sur place pour avoir un petit peu de temps libre et pouvoir aller souper dans une des tavernes. Donc, dans ce voyage-là, il y a 4 repas qui ne sont pas inclus, souper non inclus, justement dans l'idée de se promener un petit peu, d'aller découvrir, d'aller goûter à la culture typique, juste ce qu'on vous offre à manger à bord, qui même serait une nourriture locale et grecque, mais tout de même d'aller un peu plus en profondeur à ce niveau-là. Je vous expliquerai d'ailleurs pour une autre raison qui viendra tantôt. Donc, bon souper sur place. Le lendemain, en fait, au réveil, on a un petit peu de temps libre aussi pour continuer notre exploration et visiter justement cette grande baie. Découverte de ce site qui signifie en grec l'œil du diable. C'est une grotte sous-marine qui rejoint une rive à l'autre. Vraiment quelque chose qui est intéressant. Ensuite, toujours cette même journée après cette matinée tout en douceur, on va faire une petite navigation en direction de Amorgos, pour en fait s'éloigner des petites Cyclades et mieux y revenir un peu plus tard. Donc Amorgos, je pense que ça va être un coup de cœur assuré. En fait, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûr. Et il y a une raison pour laquelle cette île est ultra fameuse et ultra renommée. Vous connaissez probablement le film de Luc Besson, créé à la fin des années 80, 88, je pense, de mémoire. Un film sur des plongeurs en apnée. Ouais, vous avez la réponse. Le Grand Bleu. Voilà, donc ce film-là, il y a plusieurs scènes du film qui ont été tournées sur place. Et je pense que quand on met les pieds là-bas, en effet, on comprend pourquoi le film a pris place à ce niveau-là. En fait, l'île Lamorgos, c'est une île qui fait 33 kilomètres de long, énorme, hein, très grande, pour seulement 2 à 6 kilomètres de large. Donc on dit que c'est un dragon qui est reposé, 900 mètres d'altitude. Il y a une seule route goudronnée qui fait le tour de l'île. Et moi, je vous suggère cet après-midi, en fait, on aura du temps libre. Si vous voulez rester à bord, profiter des installations, stress, pas de problème. Si vous voulez louer une voiture, ça se fait très bien également. Et là, vous pouvez aller rajouter un petit peu de visite terrestre à votre aventure, et aller visiter, pourquoi pas, ce sublime monastère qui est construit en hauteur pour une raison qui est évidente, pour en fait être épargné des pirates dans le temps. Alors, on y monte par les petits escaliers.
On y voit une vue sublime, tout en face sur la mer Égée, donc ça vaut le détour. Toujours sur l'île d'Amorgos, cet après-midi de temps libre, si vous avez une voiture de location ou si vous vous promenez en scooter, ce sera facile d'aller se promener sur le village de Koura et de voir encore une fois ce village en hauteur, plus ou moins à 500-600 mètres d'altitude. Enfin, c'est quelque chose qui est à voir. Retour au bateau, le bateau sera prêt, vous attendra toujours pour une belle soirée à l'ancre. Et le souper également à ce niveau-là se fera directement de façon libre, donc sur une des tavernes qui longe la place. On peut y aller soit tous ensemble ou bien si vous voulez prendre une bouffée d'oxygène par rapport au groupe, vous pouvez très bien vous promener juste vous-même ou avec votre blonde, votre chum ou peu importe. Donc c'est la beauté aussi, je trouve, de ce style de voyage. On est vraiment comme avec des suggestions, des possibilités d'activités ensemble, tout comme c'est possible de pouvoir quitter le groupe et de vivre le voyage vraiment à sa façon. Moi, j'ai l'expression qui me vient souvent, on n'est pas un raisin qui reste accroché à une grappe. On peut très bien se promener, il n'y a aucun problème. Et au contraire, si c'est votre façon de faire, il n'y a aucun stress. Coucher de soleil, justement, sur la mer Égée et bon, les couchers de soleil en Grèce. Beauté. On dirait que c'est comme si je sais pas, c'est comme si la nature, elle engageait un directeur artistique à chaque coucher de soleil dans le but de créer un chef-d'œuvre. Moi, j'ai ça en tête. Les couchers de soleil sont toujours beaux. Le ciel bleu comme ça aussi, c'est quelque chose qui est, je pourrais pas vous dire assuré, mais presque au mois de septembre comme ça, c'est en fait de mai à octobre. En Grèce, il doit pleuvoir probablement, ouais, vous pouvez compter sur les doigts d'une main. Voilà. Donc ça dit tout. Donc vraiment, ce que vous voyez ici, c'est pas juste pour mettre des belles images, mais c'est vraiment ce qu'on devrait avoir durant notre voyage. Alors, on reprend l'itinéraire. On avait quitté justement le nord des Cyclades. On était allé à Koufounicia, la partie des petites Cyclades. On avait continué à Morgos. Continuons cette fois-ci pour réembarquer dans la partie des Cyclades, des petites Cyclades. Donc là, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on quitte Amorgos pour longer l'île d'Antikéri au sud, avec au nord l'île de Kéros. Ensuite, se promener autour de Kato Koufounici et aller s'installer à l'ancre dans l'île de Chinoussa. Comme je vous disais, cette partie-là est généralement assez tranquille, assez épargnée du Meltem grâce justement à l'île de Naxos qui nous protège. Donc, c'est l'occasion, si vous voulez prendre la barre, si vous voulez apprendre, si vous voulez être curieux, poser des questions à votre équipage, on est avide de vous transmettre nos connaissances et aussi de prendre les vôtres parce que, ben, écoutez, on apprend chaque jour lorsqu'on fait de la voile, c'est ça qui est cool. Donc bref, vous êtes les plus que bienvenus si vous désirez manœuvrer le bateau, aider l'équipage à ce niveau-là. Il y aura une petite ligne à l'eau pour ceux qui me connaissent. J'adore la pêche, pêche à la traîne. Ici, avec mon chum François, on avait attrapé un poisson en Guadeloupe. Mon chum, alors c'est François qui moulinait. Je me disais, François, faut pas que tu le perdes. C'est probablement le plus gros poisson que j'attrape de ma vie. Vas-y, mon François. Ah ouais. Et tu as fait ça comme un chef. Mais bref, oui, en termes de poissons, en fait, ce qu'on retrouve en Grèce, on retrouve du thon, on retrouve de la dorade, on retrouve du mahi-mahi aussi depuis quelques années. Le mahi-mahi avec le réchauffement des eaux, qui est le poisson qu'on trouve souvent, les poissons tropicaux qu'on trouve dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Le mahi-mahi est rendu également dans les Cyclades. Barracuda aussi qui est sur place, calamar, mérou, du poulpe, enfin bref, on aura l'occasion de pêcher, peut-être d'attraper des poissons. C'est pas garanti, mais en tout cas, si c'est le cas, on va se régaler, ça c'est clair. Euh, Juste une petite salutation également à Lisa et à Wallace que je vois à gauche de l'écran. Je ne sais pas si ils nous écoutent, mais si c'est le cas, ça vous. Euh, la suite, ben, en fait, ce qu'on voit aussi hein, dans cette région-ci des petites Cyclades, ce qu'on espère de voir, c'est des dauphins qui peuvent nous accompagner dans notre itinéraire au départ de Mykonos jusqu'au retour. Il y a aussi la tortue Kawen, qui est une tortue qui est en voie de disparition, qui sur la planète, elle se trouve en plus nombreux. En fait, c'est en Grèce qu'elle est la plus nombreuse. Probablement grâce à différentes façons, différentes moyens de conservation qu'ils ont lancés il y a quelques années. Ils se sont rendus compte, bah, bien sûr, on le sait depuis des décennies, mais que les tortues euh, pondent les œufs où est-ce qu'elles sont nées. Donc, ça, ça peut avoir un problème parce que détérioration du territoire et tout, le surtourisme, justement, des fois, peut créer des ravages.
Donc tranquillement, ils commencent à prendre conscience de tout ça et ce qu'ils ont lancé en œuvre, c'est justement dans la période de ponte, d'éviter les gros stéréos, les gros spots lumineux sur certaines plages qui sont à même d'avoir justement des tortues caouènes qui viennent y pondre parce que les tortues n'ont pas envie d'être dérangées et veulent être dans l'obscurité, bien sûr, lorsqu'elles pondent. Ça a des effets positifs sur l'écosystème. On voit que la population tranquillement commence à augmenter, donc je trouve ça vraiment génial. Un truc également qui serait important de faire, c'est au niveau des algues. Les algues, lorsqu'il y a une zone d'algues, les tortues, justement, utilisent comme nourriture, il faut éviter de mettre l'ancre à ce moment-là pour éviter de désherber leur zone naturelle et plutôt soit mettre l'ancre sur une partie sablonneuse ou bien finalement de se mettre au mooring, c'est-à-dire de s'accrocher sur un bloc de béton déjà pensé en conséquence. Donc ça, c'est le même principe, c'est des choses que les Grecs mettent de plus en plus en avant, puis superbes initiatives faut encourager. Alors après, c'est cette belle navigation qui n'est pas si longue, hein, c'est environ 3 heures dans cette zone-ci. On est sur cette sublime île. Littéralement, c'est la plus petite île des petites Cyclades. Elle fait seulement, en fait, il y a seulement 300 habitants qui y vivent. Elle fait seulement 9 kilomètres carrés. Et bon, voilà, on passe l'après-midi pour ceux qui le souhaitent se promener sur place. Il y a des possibilités de faire de la randonnée. C'est une zone naturelle importante. D'ailleurs, elle appartient au réseau Natura 2000, qui est un peu comme ce que je vous disais tantôt, est un principe dans le but de conserver, de mieux conserver l'île. Euh, donc, les chats, oui, c'est vrai que ceux qui connaissent la Grèce, il y a beaucoup de chats errants dans l'île de la Grèce. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait. Quelqu'un a la réponse, peut-être le mettre dans le chat, ça serait intéressant. Mais les chats errants, il y en a partout. Puis je ne sais même pas s'ils sont errants en fait ou s'ils appartiennent à une famille qui ont 10 chats chacun. Mais bon, en se promenant, c'est sûr qu'on va en croiser des ânes aussi, des moulins, on en voyait dans l'image précédente. Beaucoup d'oiseaux migrateurs aussi s'arrêtent à Chinoussa justement pour se reproduire, se nourrir et tout. Donc, une île qui est extrêmement importante. Et le souper également sera libre à ce moment-là pour aller, encore une fois, visiter une taverne grecque, pourquoi pas. C'est entre 15 et 30 euros pour un souper. Si vous me posez la question, le prix est quand même très abordable. Puis 30 euros, je vous avoue, là, vous avez le menu 4-5 services. Là. Ah ouais. Donc, le coût de la vie n'est pas si dispendieux dans cette zone-ci. Surtout que ben, le tourisme, en fait, est tellement rare dans ces régions-là. À ma connaissance, j'ai vu aucune compagnie de gros beaux croisières qui vont sur place. Il y a une compagnie de ferry qui fait la liaison, mais ça s'arrête là. Puis majoritairement, c'est pour les villageois, les habitants. Même en pleine saison estivale, c'est une zone qui est très très tranquille, très calme. Donc c'est très traditionnel. C'est vraiment une des îles des Cyclades qui sera assurément un coup de cœur dans le voyage. Oh, je reviens en arrière parce que j'ai passé un peu vite sur la nourriture. On en parlait en introduction, mais la bouffe, j'espère que vous avez déjà mangé un petit morceau. Ce qui définit la bouffe grecque, en fait, la bouffe des Cyclades, c'est surtout au niveau des ingrédients qui sont frais. Donc de l'agriculture qui est bien exploitée sur place, donc des produits du terroir, des poissons pêchés directement dans les alentours et non pas importés de je ne sais pas trop quel pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour les Grecs. La salade grecque, bien sûr, qu'on connaît tous, avec le fromage feta, avec un petit peu d'huile d'olive, origan, tomates, olive noire, poivron, concombre, oignon, ça, c'est les ingrédients classiques. Le petit verre de vin rosé à côté pour agrémenter le tout. Et si on parle de bouffe aussi grecque, beaucoup de mezzés. Les Grecs sont très forts sur vous savez, un petit peu comme les tapas, finalement, des plats qui sont mis au centre de la table, qui peuvent être partagés par tout le monde. Des fois, c'est juste en entrée, des fois, ça peut aussi compléter carrément un repas. Du tarama, donc des œufs de poisson, des aubergines, sauce tzatziki, des brochettes aussi qu'on peut retrouver. Enfin bref, vraiment nourriture de style méditerranéenne, très bonne. Et dans ces régions-ci, c'est une des régions au monde, on les appelle les zones bleues. C'est une des régions au monde où est-ce que les habitants vivent le plus longtemps au monde. Je sais qu'au Japon aussi, il y a certaines régions qui sont réputées pour ça. Le taux de centenaire par rapport au nombre d'habitants dépasse la majorité des autres pays. Alors, les raisons, je viens de vous l'expliquer, la bonne bouffe, le stress, joie de vivre aussi.
danser, chanter. On le disait tantôt, les Grecs sont très joyeux, sont très festifs. Il y a des belles choses, je pense, qui seraient à s'imprégner de ces gens-là, j'en suis sûr. Le stress, entre autres, hein. On vit des fois une vie tellement malmenée, tellement surmenée. Bon, ben, quand on est là, ben, je pense qu'on devrait s'en inspirer encore une fois. Alors, on quitte cette région-là, on est toujours dans la portion des petites Cyclades. On va passer une nouvelle nuit à ce niveau-là, donc dans l'île de Heraclia, qui, elle, au contraire, est la plus grande île des petites Cyclades. C'est pas non plus la folie furieuse, vous le verrez sur place, superbe île. On a encore une fois l'après-midi de libre parce que d'une île à une autre, c'est en moyenne 1 heure et demie, 2 heures de navigation pour s'y rendre. Et vous pouvez également sur place, à notre mouillage, aller visiter l'épave d'un avion échoué ici même de la Seconde Guerre mondiale. Il est à 8 mètres de profondeur, donc même si vous n'êtes pas des grands plongeurs, vous pouvez très bien, avec votre Palmas Tuba à la surface, profiter de ce site-là qui est quand même assez spectaculaire. En après-midi, vous pouvez aussi bien sûr louer un petit scooter, aller vous promener, faire de la randonnée. Il y a plein de beaux sentiers. Réseau naturel 2000 également comme zone, donc même chose que Shunisak qu'on a vu précédemment. Donc voilà, et le souper ici même, au contraire, il est inclus parce que le mouillage dans lequel on sera, il y a tout simplement rien autour. Donc même si vous voulez quitter le navire pour aller voir une taverne, non, ce soir vous restez avec nous, c'est nous qui vous régalons ce soir. Et on quitte cette région-ci. En fait, officiellement, c'est la fin des petites Cyclades. On va tirer les bords pour rejoindre finalement l'île de Paros. Et là, on change un peu de paysage, hein. On retourne un peu dans les Cyclades plus touristiques, mais quand même de taille humaine. Vous allez voir avec cette région-ci, l'île de Paros avec Parikia, qui est la plus belle marina en fait de Paros. Juste avant, on aura vu sur notre gauche, à l'ouest, l'île d'Antiparos. On aura longé un petit peu son territoire. Donc, un regroupement d'îles comme ça qu'on va croiser par-ci et par-là. Et, euh, et ben, écoutez, ça nous permet justement, encore une fois, cet après-midi-là, de rester à bord, de se reposer des fois, de faire une petite sieste ou tout simplement de prendre nos affaires et d'aller faire du petit shopping, magasinage. Les bougainvilliers qu'on parlait un petit peu plus tôt. En voici, en voilà, vous vous êtes servi, les monastères, les églises également, quelques-unes, dont celle-ci d'ailleurs, cette basilique qui est la basilique, je crois que c'était une basilique anciennement d'origine chrétienne, hein, qui est la plus importante de Paros. Donc c'est quand même quelque chose qui est à voir. Quittons cette fois-ci la région de Paros. Je passe très rapidement sur certains détails, mais bon, vous savez, hein, on n'a qu'une heure pour parler de tout ça. Et on va remonter tranquillement, probablement en tirant des bords à ce moment-là. Je vous rappelle que le vent vient du nord. Donc, en catamaran, on est en mesure de pouvoir remonter au vent sur un angle d'environ 40 degrés. Donc, on n'est pas en mesure, si on veut le faire avec les voiles, bien sûr, on ne serait pas en mesure d'avancer face au vent avec uniquement la force de nos voiles. Il faudrait partir sur un 40 degrés par rapport au vent et ainsi de suite. Donc, une navigation qui pourrait nous prendre environ 5 heures pour revenir. C'est une des plus grandes navigations de retour. Ça nous permet aussi de profiter de ces moments, ben, encore une fois, de grande liberté. Et on revient directement vers Mykonos pour y arriver en début d'après-midi, voir notre dîner qui serait prévu sur place et du temps libre en après-midi pour aller se promener ou se repromener sur le site de la Petite Venise que l'on voit à droite. Les moulins à vent aussi signent justement que c'est une agriculture qui est très prospère avec les céréales qui étaient autrefois directement moulues par ces moulins-là. Maintenant, bien sûr, c'est uniquement pour la photo, mais coucher de soleil qui devrait encore une fois être au rendez-vous. Et c'est comme ça que va se terminer ce voyage de 8 jours, une nuit sur place dans la marina. Et ensuite, le lendemain, on va quitter en matinée pour se dire malheureusement au revoir et à la prochaine. Donc voilà pour ce qui est des détails très rapides de ce que je viens de vous dire. Maintenant, au niveau des dates, il y en a deux. On lance justement cet automne, du 30 août au 6 septembre 2025 et du 6 au 13 septembre 2025. Le tarif, vous le voyez affiché actuellement, incluant les taxes, et en dollars canadiens, 1 195 dollars canadiens personne en occupation double, avec un supplément simple qui est à 1095, qui s'incluse également pour ceux qui sont intéressés.
Avant de prendre vos questions, j'ai quand même pas mal de détails techniques à vous donner, entre autres au niveau, justement de comment se rendre sur place à Mykonos. Donc Mykonos, facilement se rejoindre soit par ferry, en 2 à 5 heures directement de Athènes, du port du Pirée, qui est le grand port au sud, d'Athènes. 2 à 5 heures, pourquoi ce laps de temps? Parce qu'il y a des bateaux, ultra rapides et d'autres qui sont plus lents. Les prix varient en général entre quoi? Entre une trentaine d'euros et environ 80 € pour le bateau le plus rapide. Donc c'est la durée que prend le ferry pour aller sur place. Et aussi Mykonos, bien sûr, est équipé d'un aéroport international. Je crois que c'est autour de 200 à ce moment-ci pour le vol entre Athènes et Mykonos, vol intérieur, mais à vérifier selon les dates exactes. Donc, c'est possible facilement de rejoindre Mykonos par les airs ou par la mer. Et, et je sais que la question m'a déjà été posée en fait en parlant autour de moi de la Grèce. Certaines personnes profiteraient justement de ce voyage-là pour faire une extension terrestre d'une semaine, de 10 jours, 2 semaines, ça dépend vraiment de tous les goûts, que ce soit sur le continent ou bien directement sur les Cyclades dans d'autres îles qui peuvent se rejoindre d'un ferry, en ferry d'une île à une autre. C'est tout à fait possible, bien sûr, d'allonger son séjour sans problème. Je voulais faire une parenthèse importante à ce niveau-là, entre autres par rapport à l'île de Santorin, juste pour parler un peu de tourisme de masse. Cette photo-ci, c'est moi qui l'ai prise dans mon voyage, justement, avec 4 ou 5 gros paquebots pouvant accueillir 3 000 à 4 000 personnes à bord. Et c'est vrai qu'il y a un fléau en Grèce au niveau du tourisme de masse, que ce soit ces milliers de personnes qui débarquent à Athènes pour aller voir l'Acropole, le Parthénon et tout, ou bien que ce soit pour aller en direction de Santorin. Donc, c'est une île qui est intéressante, Santorin. Je ne vous le cache pas, les choses sont magnifiques, mais qui est réellement, quand je vous dis c'est noir de monde, j'ai jamais vu autant de personnes au centimètre carré prendre leur téléphone pour prendre le coucher de soleil. Donc, il y en a pour tous les goûts, bien sûr. Je ne suis pas en train de juger ce style de voyage ou pas. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Santorin commence aussi à s'en rendre compte et ils ont décidé depuis peu d'imposer une taxe de 20 $, de 20 € pardon, dans les périodes estivales, que ce soit à Mykonos ou à Santorin, qui sont les deux grandes îles touristiques des Cyclades, pour justement un peu limiter cet excès-là et surtout en bout de ligne, rembourser ou en bout de ligne euh, mieux aménager les infrastructures. Le problème de ces gens-ci qui font ces croisières-là, sans parler d'eux, mais plutôt du principe général, c'est que ce sont quelques heures seulement pour débarquer, pour embarquer, créant des embouteillages, créant aussi parfois une pénurie au niveau de l'eau, et bien souvent ne dépensant pas grand-chose à bord, parce que ce qu'ils veulent, c'est surtout prendre une petite photo. Donc, tranquillement, les choses sont en train d'un petit peu d'évoluer. Je sais que Athènes aussi, pour faire la boucle avec le tourisme de masse, sont en train de développer une taxe pour les hébergements de style Airbnb, les hébergements de style court séjour, pour justement un peu limiter cette redistribution des richesses, ou en tout cas des ressources plutôt, et surtout éviter aux Grecs eux-mêmes de se retrouver sans hébergement, cause que ces hébergements-là sont finalement loués ou sous-loués à des voyageurs. Donc, le tout évolue tranquillement, c'est une bonne chose. Mais bon, s'il y a possibilité, si vous désirez découvrir les îles autour, ça se fait très facilement avec un ferry sans problème, puis en prenant un hébergement sur place ou en faisant même l'aller-retour dans la même journée. Santorin est quand même mal plus au sud encore de notre itinéraire. Puis nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est sortir des sentiers battus, éviter cette horde de tourisme et être plus dans des sites traditionnels, authentiques, calmes, respectueux et tout ce qui va avec. Voilà. Au niveau des détails, si vous avez des questions, bien sûr, je vais pouvoir y répondre, mais bon, vous avez les coordonnées sur notre site www.prendreleventvoyage au pluriel voyage.ca. Et pour votre information, la conférence vous sera envoyée demain pour l'enregistrement, pour ceux qui veulent la revisionner ou pour ceux qui n'ont pas pu se présenter et la voir tranquillement. Je vous enverrai aussi le programme. Je l'ai sous la main. Je ne l'ai pas encore publié parce que ce que je vous donne là, ici même, c'est en exclusivité.
Mais le programme, en effet, demain, je m'arrangerai pour vous l'envoyer tous ceux qui sont inscrits à cette conférence pour vous remercier. Et vous pourrez bien sûr voir le programme jour par jour à ce niveau-là. Ça me fera grand plaisir. Alors, juste avant que je prenne vos questions, moi, j'avais une question que j'avais posée tantôt, peut-être dans le vide, je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui connaît la raison des chats en Grèce? Euh, alors, est-ce qu'on fait Santorin? Bon, ben, Isabelle, j'y ai répondu, grand plaisir. Oh, merci, Mike. Ben oui, merci, c'est moi qui te remercie, mon cher Mike. Isabelle, on le fait. Isabelle, Claude, on s'en reparle plus tard. Non, les chats, bah, ça sera à découvrir. Je ferai une petite recherche, puis on discutera lors de la prochaine conférence. Mais allez-y, hein, s'il y a des questions, les amis, je suis là pour y répondre, ça me fait grand plaisir. Ça doit être pour chasser les rats et autres indésirables. Ouais, définitivement. Définitivement, si c'est possible que ça ait été introduit dans le but de protéger et d'éviter les différentes épidémies. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas trop de chiens. Ouais, ça se peut. Ça se peut, Victor. C'est une belle théorie. Parce que s'il y a des chats, il n'y a pas de chiens et vice-versa. Ah, question philosophique. Ok, super. Bon, alors ben, écoutez, je vais prendre quelques minutes encore pour, vous savez quoi, retirer en fait mon partage d'écran. Fait, vous retrouver l'instant, excellent. Regardez dans le blanc des yeux, puis s'il y a des questions, comme je vous disais, allez-y. Oui, Gérald. Alors Gérald, tu sais quoi, je vais m'arranger pour enlever la mutation. Ok, là je crois que je vous ai demandé à tous probablement de vous... Ok, parfait. Ok, Gérald. Parfait. Il n'y a aucune date qui peut s'ajouter à ces 2 semaines-là. Ça serait à voir selon les disponibilités du bateau, que ce soit le XS11 ou un autre, à voir avec la disponibilité aussi du capitaine, moi-même ou éventuellement un autre. Je sais que j'ai mon frère Guillaume, Guigui, que certains d'entre vous connaissent, qu'une envie lui aussi, c'est d'être skipper sur ce voyage-là. Donc il faudrait voir tout ça, ça serait sous toute réserve. Ça représente un peu l'idée que tu as parlé. J'aimerais faire peut-être 2, 3 semaines dans ce secteur, c'est pour ça. Ok. Oui, Donc, Gérald, Jerry, Gérald, Jerry. n'est-ce pas, Jerry? exactement, Parfait, Jerry. je te retrouve. Oui, on s'est parlé en effet. Exact. Alors, à voir à ce On moment-ci, pourrait s'en reparler. on pourra s'en parler. C'est vrai qu'il y a tellement de belles zones dans les Cyclades. La portion aussi de l'ouest peut être intéressante, le nord aussi. Mais pour le moment, on vise le sud et on vise les deux itinéraires qui seraient identiques d'une semaine à l'autre. Ouais, on s'en jase, Jerry. Merci. Merci à toi. Juste un peu fort. Alors, Anne, je crois que vous avez levé la main. Oui. Ma question, c'est est-ce que l'information sur cette nouvelle destination va être diffusée sur le site de Prendre le vent Oui. ou si c'est uniquement pour l'instant diffusé auprès des gens qui ont voyagé avec vous ou qui voyageront dans les prochains mois? Pour le moment, j'en parle pas encore de façon publique je distribue pas le programme sur le site pour justement laisser la chance à ceux qui sont présents ici même ce soir. Je vous dirais que d'ici une dizaine de jours, l'information devrait se retrouver sur Internet. Je pense que ça devrait être quand même assez rapide au niveau des inscriptions. Je dis pas ça vraiment pas pour vous mettre une pression ni à vous ni à qui que ce soit. Mais bon, on est une des rares agences qui font ce style de voyage en catamaran, surtout en Grèce et surtout dans les Cyclades. Je pense qu'au Québec, il n'en existe pas d'autres. Donc, c'est une première pour nous. C'est pour ça aussi qu'on y va avec un prix qui, on le souhaite et on l'espère être le plus raisonnable possible. Pour le moment, c'est ce qui en est. Peut-être que dans les prochaines années, ça évoluerait à voir, mais pour le moment, c'est la meilleure offre qu'on peut proposer. Puis on est, on est pas mal conscient de ça, donc on pense que ça va être une belle réussite. Est-ce qu'au moment où on se parle, vous avez déjà des réservations?
Écoutez, Anne, vous êtes les premières personnes à qui on en parle officiellement. Donc, j'ai eu plusieurs échos que oui, 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 mais pour le moment, aucune inscription n'est prise, ni n'a été permise. En fait, D'accord. le prix est sorti à peine hier. Donc, OK. voilà. Donc, non, les deux dates sont disponibles. Il y a aucun problème pour ça. D'accord. J'ai bien entendu, il y a deux trucs que vous avez dit, puis je veux les valider. J'ai bien Oui, entendu qu'au niveau de la température, au moment où vous faites ces voyages-là, la oui. température est autour de 21 à 22 degrés. Oui, c'est plutôt au moment les plus frais de la journée. D'accord. Et ça peut être aussi plus chaud, mais on n'est pas dans les grosses canicules ni dans les grosses fraîcheurs. Donc, en fait, c'est vraiment les meilleures périodes pour aller en Grèce. Oui, D'accord. oui, Puis vous avez souligné qu'on prenait 4 repas à l'extérieur, oui. si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. 4 soupers qui seront libres. D'ailleurs, Anne, ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai pas encore mentionné, ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas. Donc, bon, ce qui est inclus, on a parlé, tous les repas sauf ces fameux 4-là, la présence d'un capitaine francophone ainsi qu'un hôte ou une hôtesse francophone, l'hébergement, les déplacements, le catamaran et tout. On va faire la liste de ce qui n'est pas inclus. Donc, les fameux 4 repas. Il y a aussi la caisse de bord qui serait d'un montant de 150 euros personne. La caisse de bord, ce qui est en fait des frais de carburant, des frais également de mouillage. Puis, donc quand je dis mouillage, ça peut être les moorings, entre autres. En fait, au niveau des mouillages, il y a différentes possibilités. Il y a soit le fait de pouvoir mettre l'ancre, comme je vous le disais, ou le fait de s'accrocher à un mooring, ou encore le fait de s'accrocher dans une marina, de s'accoster dans une marina. Les marinas, en fait, en Grèce, c'est un peu différent que ce qu'on a l'habitude de rencontrer ailleurs. C'est plus des bras de marina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quai avec la possibilité de se mettre directement à l'épaule du taquet. Ce qu'on fait, c'est qu'on dépose l'ancre directement et on recule tranquillement vers le quai pour ensuite accrocher par la poupe, c'est-à-dire par l'arrière de notre bateau, des amarres et ainsi donc s'accoster. Donc c'est la façon de faire dans les marinas. Et même si les frais sont exorbitant, si cher que ce qu'on retrouve au Québec ou ailleurs en Europe, ça reste qu'il y a des petites dépenses en lien à ça. Donc, le pourboire aussi de l'équipage au niveau de la caisse de bord. Donc, dans la caisse de bord, vous distribuez le montant au début du voyage à votre capitaine et le capitaine le distribue donc pour les différents intervenants en termes de pourboire et également pour, je vous disais, l'essence et puis les fameuses marinas, puis les frais de mooring. Donc, 150 euros par personne. Repas, de bord à prévoir et également votre billet d'avion et ainsi que votre transfert pour arriver à Mykonos. Et vos dépenses personnelles. Vous voulez faire du magasinage et tout ça, tout le reste est inclus. Évidemment, si vous souhaitez, comme je disais un petit peu plus tôt, une après-midi, louer un scooter ou louer une voiture pour vous promener dans le centre de l'île, c'est possible. La Grèce, et ça c'est une bonne chose, est encore accessible. Pour une location de voiture, comptez autour d'une trentaine, quarantaine d'euros pour la journée. Ça sera pas plus que ça c'est certain. On n'est pas dans les grandes zones, grandes dates touristiques, ni dans les grandes zones touristiques, donc on évite les prix exubérants. Ouais. Juste une dernière Oui, question. Tout à l'heure, vous avez dit que, je ne sais pas si c'est une décision qui a déjà été prise en Grèce, à savoir les îles qui sont très ouais, visitées, ouais. qui comptent mettre une taxe de 20 $ ou qui le font déjà. Puis vous C'est dites, déjà en place. Ouais, d'accord. Donc, oui. l'été, ce qui considère l'été, la période d'été, c'est jusqu'à quelle date? Je crois que ça, c'est au niveau des congés scolaires. Donc, jusqu'au 21, 22 août ou à vérifier, mais on ne devrait pas être dedans. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. Ben, merci. merci Anne. Plus ton billet d'avion, plus ton transfert. Linda, une petite question? Non, je pensais juste le micro. Ok, bon, bah, écoutez, merci. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les images, le goût est là de faire le. Ah oui, je vois des petites pauses, des petits bisous. Cool, cool. Ouais, moi, je suis très excité à l'idée de vous suivre dans cette aventure. Ah ouais. C'est 4 000 plus ton billet d'avion,
Oh, bonne question. Bonne question, Linda ou Monsieur Hébert, Madame Hébert. Bonne question. Billet d'avion. J'ai regardé pas plus tard que hier et Transat proposait des vols à 1000 piastres, 1000 dollars taxes incluses pour les dates que je regardais. Et Canada était un petit peu plus cher. Je crois qu'ils étaient à 1100 ou 1200 dollars. Donc, pour le moment, les prix sont pas si excessifs que ça. Ouais. Isabelle. Alors, Isabelle, si vous avez une question, on vous écoute. On profite aussi pour voir tous les autres noms présents ici même. Je peux vous poser une question? Sur Vincent. Oui. Votre prix là, de 3195, ça inclut les taxes ou c'est... OK. Oui. Taxes incluses. Taxes incluses, oui. Tout à fait. Merci. Merci, M. Delude. Écoutez, on a fait le tour en un peu moins d'une heure, ce qui est très bien. En général, après une heure, on commence à perdre l'attention. Donc, c'était mon objectif. Merci pour l'info, Johan. Ça fait plaisir. Jean-Raphaël, grand plaisir. Alors, pour récapituler, je vous envoie dès demain le programme quotidien, jour par jour, qu'on a vu en image. Je vous envoie l'enregistrement sans faute également de la conférence. L'offre ne tient que pour vous pour le moment, pour les 10 prochains jours. Et ensuite, dans une dizaine de jours, on publiera le tout sur le site Internet ainsi que Facebook et compagnie. Donc, ça vous laisse au moins le temps de penser à ça. Si jamais ça vous intéresse, ce qu'il vous suffit de faire, c'est tout simplement de nous envoyer un petit courriel ou de m'appeler dès demain si ça vous dit. L'adresse courriel, vous savez quoi? Je vais la remettre ici à l'écran. Attendez, je vais repartager l'écran pour ça. Mais il vous suffit de nous recontacter de cette façon-ci, téléphone ou courriel. Et à ce moment-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on vous enverrait la fiche d'inscription. Il faudrait compléter et nous envoyer avec le dépôt de 600 dollars personne. Donc 600 dollars par personne suite à l'inscription. Et le solde final serait payable 60 jours avant le voyage, c'est-à-dire 2 mois avant le départ. Est-ce que c'est un groupe qui est garanti? Oui, la réponse serait oui, autant une date que l'autre. Le catamaran, pour être honnête avec vous, est déjà réservé, déjà payé, donc on est sûr de partir, même si en général on garantit les groupes à partir de 2 cabines réservées. On se pose même pas la question à ce niveau-là, donc déjà même réservez vos billets d'avion, commencez à planifier tout, le tout d'avance si vous désirez aussi faire une extension avant ou après votre voyage. Voilà. Ben, écoutez, une fois de plus, un énorme merci les amis, gros merci de votre écoute. Je suis tellement chanceux de vous avoir parmi vous, en fait dans ma vie officiellement, d'avoir un public comme ça qui écoute ces folies puis qui m'accompagne dans ces belles aventures, aventures contrôlées, aventures sécuritaires et aventures, comme je disais tantôt, qui sont toujours différentes d'un voyage à une autre. C'est ce qui crée la beauté, je trouve, de ce style de voyage. Donc, disponible dès demain, dès 8 heures, s'il y a quoi que ce soit, un petit coup de téléphone, un petit courriel, ça me fera une fois de plus très plaisir. Je vous embrasse tout le monde et je vous dis à la prochaine. Oui, merci encore. Ah, bon, comment est-ce qu'on fait?